personnes. Et vous avez fait les bons choix, les bons gestes pour pouvoir venir ici là maintenant. Alors, on va commencer. Directement, vous me connaissez tous. Mon nom c'est Sébastien Gomé. Alors, l'organisation qui vous reçoit aujourd'hui, c'est Africa Corps. On va parler d'Africa Corps, son origine, pourquoi Africa Corps, quelles sont les activités d'Africa Corps. Donc, immédiatement. Alors, d'où vient Africa Corps? Africa Corps a pris le relais d'une organisation qui s'appelle Droit et Vie. Donc, Droit et Vie, c'est une association française qui existe toujours, que nous avons créée en France en mai 2011. Quelles étaient les activités de Droit et Vie? Essentiellement, rien que dans le nom de l'association, vous pouvez entendre Droit et Vie. Droit et Vie se chargeait de faire la promotion des droits des citoyens et les informer sur leurs droits, mais aussi leur parler de leurs devoirs. Et la vie, c'est tout ce qui concerne la vie de la famille, l'éducation, la santé, le logement et tout cela. Alors, Droit et Vie était basé en France et ses activités ont principalement concerné la France. Donc, je vais vous parler un peu du bilan de Droit et Vie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec Droit et Vie? On a fait du conseil, ce qu'on appelle, en France, on appelle ça l'accès au droit. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez des gens, la majorité de la population n'a pas accès au droit. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, de se prendre un avocat. Les gens n'ont pas les moyens, ou ils ne savent même pas comment on engage une procédure judiciaire. Donc, en général, quand ils se retrouvent devant des gens plus puissants ou des personnes plus informées, eh bien, je veux dire, les gens de tous les jours n'ont pas de recours. Donc c'est ceux qui savent qui oppriment ceux qui ignorent. Et en France, ils ont vraiment réglé le problème, ils ont ouvert des points d'accès au droit. Ces points d'accès au droit, eh bien, vous pouvez y aller. Quand vous avez un problème, c'est dans toutes les communes. Vous pouvez rencontrer gratuitement un avocat qui va vous aider sur les questions que vous voulez poser et tout ça. Et donc, Droit et Vie a fait du conseil téléphonique pour le droit du travail, le droit du logement et le droit de la famille. Les gens pouvaient appeler, ils appelaient, ils disaient, ben oui, moi j'ai telle situation, mon bailleur m'a donné une lettre, il veut m'expulser dans 3 mois, nous sommes en plein hiver, les enfants sont à l'école, comment je fais? Voilà, c'était des situations comme ça. Mais je vous assure qu'au début, quand on créait Droit et Vie avec des collègues de chez Aegis, on a créé Droit et Vie essentiellement pour les migrants. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est bon, nous on a nos papiers, on dit, ça va, mais il y a tous ceux qui n'ont pas leurs papiers. Et l'actualité en France en 2011 était tellement, je veux dire, exécrable, parce que c'était tous les jours les migrants, et ça continue encore aujourd'hui. Mais toutes les fautes étaient toujours rejetées, tout ce qui se passe en France. Je veux dire, il pleut, c'est les étrangers, il pleut pas, c'est les étrangers, il n'y a plus d'argent, c'est les étrangers, et c'était ça. Et ceux qui avaient leurs papiers commençaient à être vraiment gênés, mais ceux qui n'avaient pas de papier étaient dans des situations vraiment difficiles. Vraiment difficiles. Alors donc on s'est dit, on va créer Droit et Vie pour aider essentiellement les migrants, pour les aider à entamer les procédures pour être régularisés. Et c'était ça notre rôle au début. On a aidé les migrants, mais on n'a pas compris comment on s'est retrouvé à aider des franco-français qui, eux, justement, avaient besoin d'accéder au droit, pour le droit au logement, le droit du travail, des gens qui ont eu des conflits dans l'environnement professionnel avec leurs responsables hiérarchiques et qui ont été mis à pied ou alors qui ont été licenciés, qui ne savent pas comment faire. Je vous assure. Donc, quand vous êtes de Côte d'Ivoire, vous dites que les Français savent tout, mais je vous assure, les Français ne savent pas tout, même leur propre. Et donc, nous on était étonnés, ils ont tellement de structures auxquelles ils pouvaient s'adresser, on était étonnés qu'ils viennent à Droit et Vie alors que nous, notre positionnement, c'était l'aide aux migrants. Ça a fait qu'on a ouvert notre champ d'activité, on a commencé à aider tout le monde. À aider tout le monde, se poser des questions. Donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure, renvoi vers les points d'accès au droit, consultation gratuite des avocats, information des travailleurs pour vérifier de ce qu'on appelle la rupture conventionnelle du contrat de travail. Donc ça, c'est vraiment des dispositifs. Donc tout ça, c'est pour vous dire que l'association Droit et Vie a beaucoup travaillé en France. On a fait des dons au Secours catholique français. Donc, on a fait des dons. Donc il y a un endroit, comme je vous ai dit, nous, notre
segment, c'était les migrants, et un endroit à Colombes qu'on appelait la rampe, qui se chargeait de donner à manger à tous les étrangers qui venaient d'arriver en France. C'était ça leur positionnement. Ils se sont dit, les gens ils ont fait de longs voyages, ils sont arrivés dans notre pays, ils n'ont rien, ils ont souvent tout perdu, tout laissé. Au moins la nourriture. Au moins la nourriture, au moins les vêtements. On ne peut pas leur trouver une maison aujourd'hui, on ne peut pas leur trouver un travail aujourd'hui, encore moins les papiers. Mais au moins manger et se vêtir, on ne peut pas rater ça. Et donc la rampe a beaucoup travaillé avec nous. Nous on faisait les collectes et on allait donner à la rampe. Parce qu'eux ils avaient un bureau énorme et ils s'occupaient de ça. Pareil pour le secours catholique, distribuer à manger. Et puis bien sûr, vous connaissez les restos du cœur qui s'occupent de ça. Alors, tout ça, on se dit, mais c'est vraiment une expérience formidable. Et de tous ceux qui ont créé Droit et Vie, il y avait seulement 2 personnes qui n'étaient pas franco-françaises. Donc il y a un Mauricien et moi. Le Mauricien, il s'est dit, ok, moi je vais rentrer en île Maurice pour aller faire la même chose. Et moi je me suis dit, ben, je vais rentrer en Côte d'Ivoire pour faire la même chose. Aider les migrants, aider les étrangers, aider les Ivoiriens, leurs droits, tout ça pour éviter que des humains se retrouvent dans des situations difficiles. Et quand on vient en Côte d'Ivoire, on n'a même pas besoin de ça, de s'occuper des migrants. Parce que je veux dire, les Ivoiriens eux-mêmes, les Africains eux-mêmes qui vivent ici sont dans des situations terribles. Donc vraiment, il y a de la matière ici. Il y a vraiment des tas. Et donc, c'est pour ça que chacun d'entre nous a décidé d'aller chez lui pour aller aider pendant ses vacances. Et tout à l'heure, on va voir le volet de nos activités en Côte d'Ivoire. Donc, aide aux devoirs. Donc, on a pris des enfants en charge. Chaque fois qu'ils revenaient de l'école, comme je vous ai dit, c'est essentiellement la population étrangère. Donc, en général, le niveau de langue des parents en matière de langue française était vraiment bas. Le niveau de scolarité en matière de langue française était vraiment bas. Donc, ils ne peuvent pas suivre les enfants. C'était ça la difficulté. Ils ne pouvaient pas suivre leurs enfants. Donc, quand les enfants reviennent de l'école avec les devoirs, eux-mêmes déjà ne comprennent pas le français. Donc, ils se disent que l'enfant devant la télévision, c'est tout bon. C'est bon, si on le met devant la télévision, c'est bon, ça règle le problème. Malheureusement, l'enfant est devant la télévision, mais il ne fait pas ses devoirs. Donc, quand le lendemain, il se retrouve à l'école, il se retrouve dans une situation difficile. Voilà, donc beaucoup de migrants en France, beaucoup de personnes étrangères éduquent leurs enfants avec la télévision. Ce qui pose un gros problème. Voilà, parce que la télévision ne peut pas éduquer vos enfants. D'abord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mots. Ça, d'ailleurs, c'est clair, parce que les gens n'ont pas les moyens pour ça. Ça coûte cher. Donc, c'est ceux qui ont les moyens qui peuvent le compter pour aider le monde. Donc, c'est les gens qui peuvent tout prendre en charge. Alors, donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait ça, c'est ce qu'on a fait donc Droit et Vie en France. Et puis, en aidant les enfants pour les devoirs, on s'est dit, mais avec tout ce qui se passe, c'est là qu'on a vu vraiment l'ingéniosité des enfants. On a vu comment ils étaient créatifs, on a vu comment ils apprenaient rapidement. Et l'idée nous est venue de dire, attends, bon, justement parce que dans le Droit et Vie, il y avait beaucoup d'informaticiens et des programmeurs. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser ces jeunes cerveaux-là, qui sont dynamiques et ouverts, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Alors l'idée m'est venue de créer le code campus. Je me suis dit, ok, on va leur apprendre à faire du code informatique. Moi, je ne connais rien en code, mais voilà l'idée que j'ai. Alors, donc, mes collègues et les copains de Droit et Vie ont commencé à travailler dessus. Et moi, je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ok, pendant qu'eux travaillent sur le volet français, moi, je viens en Côte d'Ivoire et puis je vais voir comment créer un code campus ivoirien. Voilà, pour apprendre aux enfants à coder. Et donc, j'ai travaillé avec des programmeurs ici, ivoiriens, que Droit et Vie a payé pour pouvoir créer un petit programme, des petits cours pour les enfants. Et donc, ça a été créé. Et ça a tellement bien, je veux dire en France, ça a tellement bien marché, c'était tellement intéressant que le gouvernement français a repris notre projet. Le gouvernement français a repris notre projet et a décidé de faire du tour du code informatique pour rattraper le retard sur les États-Unis. Aux enfants pratiquement. Donc voilà un peu, c'est ça le code campus. À l'origine, le code campus, c'est essentiellement donc, apprendre à coder. Donc, on a ouvert ici un point d'accès au droit par liaison téléphonique. Celui qui s'en chargeait était là tout à l'heure, c'est Guy Alain qui est étudiant en droit, donc pour recevoir des appels. Voilà, c'est des emails. J'ai reçu beaucoup plus d'emails venant d'Abidjan sur des questions de droit. Bien sûr, des personnes ne pourront pas aborder leurs questions, mais c'était essentiellement des emails.
ici, on a organisé et animé grâce à M. Rabli, qui avait Enterprise Teammate, le bureau état de la Riviera, il nous a accueillis. Et là, on a organisé donc des ateliers sur la stratégie de recherche d'emploi et sur la création d'entreprises. Donc, on avait fait ça aussi directement ici. Ensuite, on a offert des blouses à l'hôpital psychiatrique de Pékin. On a fait des dons de plateaux repas, donc pour que les malades puissent avoir à manger dans les plateaux. Donc, ce sont des plateaux qu'on a transportés de France. On les a achetés, on a mis sur le plateau, c'est arrivé, et moi, j'ai fait mes douanes. Et puis, la douane a été vraiment gentille sur le plateau repas parce que c'était des plateaux usagés, ils se sont dit non, c'est pas vrai, on ne taxe pas. J'avais compris que vraiment c'était pour offrir. Parce qu'il y avait les blues, il y avait tout ça. On a pu les faire sortir du corps. Ensuite, on avait un stock de livres, pareil, on n'a pas eu à les dévoiler, pareil, on a offert à Hongrie. Donc en Hongrie, l'idée c'est quoi? C'est qu'on a voulu créer un centre de lecture à Hongrie. Malheureusement, ce n'est pas allé très loin parce que la personne qui gérait le centre de lecture, pas malheureusement, heureusement que le jeune homme qui gérait le centre de lecture a été admis à un concours de la fonction publique et il a été affecté à l'intérieur du pays. Donc heureusement pour lui, l'expérience qu'il avait commencé dans le quartier au Star en prêtant des livres aux enfants, c'était une belle initiative, il savait comment ça apprendre. Voilà, il prêtait les livres aux enfants, il faisait des séances de lecture pour ceux qui voulaient et c'était assez intéressant. Ensuite, on a fait des dons de Bébicard, Tricy, Carougo, de l'école Petit Champignon, dons d'ordinateur. Il faut savoir que depuis que nous avons commencé cette activité, on offre un ordinateur par an. Donc, depuis 2015, on offre un ordinateur par an. L'ordinateur que j'ai offert cette année, c'est un jeune Ivoirien qui a reçu l'ordinateur. Il fait ses études en Tunisie. Il avait besoin d'un ordinateur et il a reçu cet ordinateur cette année. Donc, chaque année, on offre un ordinateur. Donc, toutes ces missions dont je vous ai parlé, tant les missions en France que les missions ici en Côte d'Ivoire, ont été financées et entièrement financées par nous. En Côte d'Ivoire, on a eu l'appui de M. Abli, qui donc, quand il avait le bureau d'Enterprise Teammate, nous a accueillis, il a reçu les ateliers, financé les ateliers, les pauses et tout cela. Et en France, c'était avec les collègues, on mettait de l'argent ensemble et puis on finançait nos activités. On n'a jamais reçu de soutien de l'État. Je tiens à préciser ça parce que ça va vous permettre de comprendre ce qui vient. Donc en France, il y a beaucoup de financement public pour les associations, mais quand vous êtes une jeune association, et en fonction de votre positionnement, vous avez à faire vos preuves d'abord, avant d'avoir accès au financement public. Voilà. Mais le positionnement est très important. Voilà. Il faut savoir que l'aide aux migrants, c'est une question assez sensible en France. Donc nous, on s'est dit, on ne va même pas chercher de financement pour agir, on va y aller direct. Et donc on mettait de l'argent ensemble, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a fait fonctionner Droit et Vie. Et on a fait fonctionner Droit et Vie ici parce qu'on a eu vraiment une phrase d'un maître qui est Gandhi, qui a dit tout simplement que nous devons être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. On veut que les choses changent, nous tous on veut que les choses changent. Mais qu'est-ce qu'on fait à notre niveau pour que ça change? Et l'expérience de la France, c'est ça, c'est que quand ils veulent que les choses changent, ils s'engagent pour que ça change. Voilà. Donc nous aussi on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire et c'était ça, Droit et Vie. Alors, comment de Droit et Vie on arrive à Africa Corps? Donc, mon collègue Dean Maurice, il est allé en Australie, moi je suis allé aux États-Unis, ceux qui sont restés en France ont continué l'accueil téléphonique et tout cela, ils ont continué les opérations. Moi j'arrive aux États-Unis et puis je vois l'expérience américaine qui est totalement différente de celle que j'ai vécue en France. Donc en France, il y a vraiment le soutien de l'État derrière, et tout, depuis le début. Alors, donc quand vous êtes reconnu, vraiment les associations bénéficient de l'aide de l'État. Aux États-Unis, c'est une autre dimension. C'est les Américains eux-mêmes qui mettent de l'argent ensemble et qui réalisent ce qu'ils ont envie de réaliser. Et quand ils deviennent puissants, ils organisent des fundraising. Et ce qu'ils attendent de l'État,
c'est que l'État fasse des exonérations d'impôts aux gens qui leur donnent de l'argent. Le système est en train de marcher actuellement en France, ils font pareil aussi. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de sinistre à la basilique, à la cathédrale de Paris, ils ont vu que tous les donateurs ont eu des exonérations fiscales, ça a créé un tollé, mais bon, c'est cela. Parce que ça, c'est le système américain. Vous aidez une association, vous ne payez pas d'impôt sur le montant que vous avez. Donc ce montant est déduit de vos impôts. Voilà. Et ça fait que ça rend vraiment dynamique les associations. Mais je dis que les associations n'attendent pas ça. Dès que quelqu'un a une question, ben, paf, il s'engage sur la question, il tente de convaincre les gens autour, et en général ça se passe bien, et ils s'engagent sur la question ensemble. Ils mettent de l'argent, et puis... J'ai une expérience, je veux dire, que j'avais eu déjà en France, mais aux États-Unis, c'est tout simplement une dame qui avait un enfant handicapé, et il n'y avait pas d'accessibilité pour handicapés à l'école. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait signer une pétition, elle a réuni quelques mamans, elle leur a expliqué qu'elle avait des difficultés à faire accéder son enfant à l'école. Et les mamans étaient sensibles et elles se sont dit, ok, on va mettre de l'argent ensemble et on va rendre l'école accessible. Mais on signe la pétition et on met de l'argent ensemble. Donc, elles ont signé la pétition, elles ont mis de l'argent ensemble. Et aux États-Unis, il y a une loi qui dit que quand vous avez réussi à lever des fonds, vous pouvez faire une demande à l'État. Donc si vous avez réussi à lever 1000 $, l'État doit matcher les 1000 $ que vous avez levés. Donc si vous avez levé 1000 $ et que derrière les 1000 $, il y a 100 personnes ou 1000 personnes qui ont fait des dons, eh bien l'État donne 100% de ce que vous avez. Et ça, c'est le principe dans le Massachusetts. Donc, elles ont levé des fonds, elles ont signé leur pétition et elles sont allées s'adresser à l'État. Et l'État leur a matché leur fundraising. Donc, c'est toute l'école, au lieu de juste petit, c'est toute l'école finalement qui a été accessible aux handicapés. Et ça a soulagé tout le monde. Donc, il y avait des enfants qui ne pouvaient pas, et l'année scolaire qui a suivi, les enfants handicapés ont pu accéder à l'école, ils ont pu s'inscrire. Donc, vous voyez, c'est pour cela que je parlais de tout à l'heure de mettre de l'argent ensemble, se mettre ensemble pour faire les choses. Voilà. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, beaucoup de gens se disent, ok, Africa Corps, c'est une organisation américaine. Je suis sûr qu'on a donné des milliards à Sébastien pour qu'il vienne faire ce qu'il fait. Vraiment, voilà M. Abdi qui est là. C'est lui qui finance nos activités sur la Côte d'Ivoire. Lui et à Stéphane Recoubé, qui financent nos activités sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Les Américains n'ont rien donné et ils ne donneront rien. Ça ne les intéresse pas. Vous voulez vous engager pour vos pays, vous vous engagez pour vos pays. Et puis maintenant, quand vous allez arriver à un certain niveau, nous maintenant, on va voir comment on peut vous aider. Mais le temps où les gens prenaient plein d'argent pour donner, ça c'est terminé ça. Maintenant ils savent. Ils savent que tous ces fonds sont détournés, ils savent que les fonds n'arrivent pas, ne bénéficient pas aux ayants droit, et tout ça. Donc, ça ne fonctionne plus comme ça. Peut-être que dans les églises et dans les communautés, peut-être que ça continue. Mais vis-à-vis des États et des gouvernements, non, ça fonctionne plus comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Vous mettez vous-même votre propre argent et vous travaillez, vous faites votre travail. Maintenant, quand vous aurez vraiment aidé des milliers de personnes, on va reconnaître votre action. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les grands projets américains sur l'Afrique. C'est en général le sida, c'est le riz, l'alimentaire, il y a plein de choses. Donc, ils ont déjà leur argent là-bas. Ils mettent déjà de l'argent là-bas. Donc, toutes les autres questions ne les intéressent pas. Vous devez, vous-même Africain, vous prendre en charge et puis régler ces questions. Et donc, déclarer aux États-Unis et donc déclarer aussi en Côte d'Ivoire avec un bureau et tout ça. Okay. Donc ça, c'est Africa Corps. Alors, Africa Corps, qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, je veux dire, notre fierté, c'est le Code Campus. Voilà. Parce que du Code Campus dont je vous ai parlé, programme informatique, on s'est dit, ok, en Côte d'Ivoire, comme on n'a pas d'ordinateur, on va commencer déjà par des cours de soutien gratuit aux enfants. Et on a réalisé ça en décembre dernier. Vraiment, c'est notre fierté. Voilà. Donc, on a réussi à avoir 230 enfants pendant les vacances de Noël. C'est pas évident d'avoir des enfants qui viennent à l'école pendant les vacances de Noël. Ça a été super. Ça a été super. Donc, on a organisé ça à Bobo, donc à Bogoté, à l'école Aris 2. Alors, on aurait, normalement,
l'idée était de suivre. Malheureusement, il y a eu des grèves d'enseignants, il y a eu plein de décalages, donc on n'a pas pu suivre. On doit réorganiser le code campus pour les vacances de Toussaint 2019. Voilà. Et cette fois-ci, on va pouvoir suivre les enfants et voir leur évolution. Voilà. Donc, ça, c'est le code campus. Je vous montre quelques images. Donc, l'idée du code campus, c'est quoi? C'est qu'on a calqué le modèle américain. Justement, je vais encore parler du modèle américain. Voilà. C'est dans une classe, vous avez l'enseignant et il y a des étudiants qui sont bénévoles. Alors, pendant que l'enseignant fait le cours, les étudiants passent dans les rangées pour voir les enfants qui sont en difficulté et les aider. On s'est dit, on va faire la même chose. Donc, on est venu, on a contacté des enseignants et on a contacté des étudiants. Donc, il y a des enseignants qui ont accepté, il y a des étudiants qui ont accepté. Je vous assure, la première fois que j'ai parlé de ça à quelqu'un, quoi? En Côte d'Ivoire, bénévolat. Ils ont tout trompé les enfants là. Qui va aller faire ça? Et on était étonnés, voilà Paul-Marie qui est là, c'est lui qui a coordonné le projet. On a eu le nombre de personnes dont on avait besoin. Ouais, ils sont venus. Donc c'est pour dire que, voilà, on peut faire les mêmes choses, les Ivoiriens peuvent s'engager sur les questions qui les concernent. Seulement, il faut leur en parler, il faut en proposer. Et puis voilà, et ça va se faire. Donc, voilà comment on a fait le code campus et ça a été vraiment une très très belle expérience avec les enfants. Voilà, avec les remises de livres à la fin du code campus. On a eu le soutien de Mme Abli sur cette opération. Voilà. Donc, ça c'est le code campus. Donc, notre organisation, je vous ai présenté donc l'historique, d'où est-ce que nous sommes venus pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Africa Corps. Alors, donc on a fait le code campus. On a fait le code campus, on s'engage dans l'éducation. On s'engage dans l'éducation à cause d'un de nos maîtres à penser, qui est Nelson Mandela, qui a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nous, on veut changer le monde. Gandhi nous dit d'être dans le monde le changement qu'on souhaite pour ce monde-là. Et Mandela nous dit que l'éducation est l'arme puissante pour changer le monde. Donc, à la fin, c'est changer le monde qui nous intéresse, nous. Comment on fait pour améliorer nos conditions de vie? Ça veut dire comment on fait pour bien vivre. Donc, on arrive à notre mission maintenant. Tout ce que nous allons mettre en place, tout ce que nous allons mettre en œuvre à Africa Corps, ça va être essentiellement pour le bien-être. Beaucoup de gens disent que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime vraiment pas le bruit. Quand il y a des trous, il n'y a pas de développement. Quand il y a la guerre, il n'y a pas de développement. Ce qui se passe, c'est le désordre, tout simplement. Donc, il faut créer un endroit non violent, il faut créer un endroit stable pour pouvoir avoir le développement. Donc, comme nous, à Africa Corps, on se dit, comment est-ce qu'on réussit à convaincre nos frères, nos sœurs d'Afrique à poser la stabilité sur le continent afin qu'en fait on puisse arriver au développement. C'est par la non-violence et la solidarité. Voilà comment nous nous positionnons sur ces questions. Et qu'est-ce que nous allons faire pour arriver à cet objectif-là? Qu'est-ce que nous allons faire pour arriver à ce but-là de non-violence et de solidarité? Parce que notre objectif, c'est la nation du bien-être. Parce que quand on dit développement, croissance à 2 chiffres, tout ça, en réalité, pour, je vais dire, l'Ivoirien lambda ou pour l'Africain lambda, ça ne représente rien, croissance à 2 chiffres. Non. Mais le bien-être, c'est-à-dire qu'il est dans un logement décent, il a un emploi qui lui garantit les revenus qu'il faut pour qu'il puisse s'occuper de sa famille et de lui-même. Quand il veut se soigner, il a les structures qu'il vont avec. Quand il a besoin d'être en sécurité, il a besoin de se transporter, donc d'utiliser des transports adéquats et tout ça. Et c'est tout ça qu'on appelle le bien-être. Donc finalement, croissance à 2 chiffres, émergence, 12 chantiers d'éléphants d'Afrique, où tout ça, ça se termine, ça se ressent pour les populations par le bien-être. Voilà. Alors, on a fait un constat. Donc, notre objectif, notre goal, c'est de construire par la non-violence et la solidarité la nation du bien-être. Mais le constat, il est clair aujourd'hui. Alors, le constat,
qu'on fait, nous, sur la situation essentiellement de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une guerre des mots dans la presse et sur la place publique. Ce n'est pas un environnement favorable au développement. Nous sommes tous là, on sait ce qui se passe, on sait très bien les mots qui sont utilisés pour les uns et pour les autres. Ce n'est pas un environnement favorable au développement. Ensuite, les conflits politiques intra-partis et inter-partis. Voilà. Tout cela, ça divise le peuple et ça se ressent dans les conversations que nous avons. De France ou de, je ne sais même pas, de Boston, quand j'ai des conversations TV, les gens me disent « Ah, toi, tu n'es pas ici. » D'accord. Maintenant, on ne peut plus me dire ça, je suis ici. Je suis ici. Ce que j'avais vu, ce que j'avais senti déjà de si loin, c'est ce que je suis venu constater en octobre, c'est ce que je suis venu constater en avril, et c'est ce que je vis depuis 2 semaines. Il y a une fracture sociale, mais pas possible. Mais on ne peut pas rester là, dire, ah, comment on va faire? Non, on s'est dit, ben, faisons quelque chose. Faisons quelque chose, et puis bon, on va voir les résultats que ça va donner. Ceux qui ne savent pas monter à vélo, je vais vous dire pourquoi ils ne savent pas monter à vélo. Ils ne savent pas monter à vélo parce qu'ils veulent d'abord que le vélo soit stable avant de commencer à pédaler. Ils n'ont jamais y arrivé. Pour réussir à monter à vélo, il faut engager une pédale. Le côté que tu prends, tu engages et tu t'en vas. Et c'est à force de rouler que tu vas devenir stable. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on ne va pas attendre les milliards, on ne va pas attendre d'avoir 60 ans ou 70 ans. Non, on commence avec ce qu'on a, on commence à pédaler pour pouvoir rendre le vélo stable. Donc c'est ça notre logique et c'est comme ça qu'on travaille. Ensuite, il y a les groupes armés. Donc, il y a le vandalisme, les délinquants violents et tout cela. Tout à l'heure, on regardait la vidéo aussi, ce qui nous était arrivé au Carrefour Garage. Tenez-vous bien, j'ai appris que c'était un groupe d'élèves gendarmes. C'est encore plus grave. Ceux qui sont censés assurer la sécurité des gens, et plus grave, ils vont à l'école pour ça. Je dis, ceux qui sont déjà gendarmes, on dit non, c'est la routine, ils sont fatigués. Ils ont oublié les cours. Mais ceux-là, ils sont élèves. C'est-à-dire qu'ils ont... Tout est encore frais dans leur tête. Et c'est eux qui vont, parce qu'ils ont eu un conflit affectif concernant une jeune fille dans un seul bar. Ils ont dévasté toute une zone. Donc ça vous dit que ce qu'on a senti est réel. Voilà, donc les groupes armés de tous les côtés et de tous les bords. Les syndicats de transporteurs, syndicats d'enseignants, syndicats d'étudiants, les conflits ethniques intercommunautaires. Voilà, ça aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Béni, ce qui se passe tout le temps, aujourd'hui personne ne peut le nier. La crise post-électorale, 4000 morts, et puis le syndrome rwandais. Ce qui nous fait le plus peur, c'est que la Côte d'Ivoire est dans le schéma qu'on appelle le syndrome rwandais. Pour tous les analystes, je dis depuis 15 jours, il y a eu 3 hauts fonctionnaires au musée qui sont venus et qui ont rencontré. Non, depuis 15 jours, il y a eu 5 hauts fonctionnaires au musée. Je ne parle pas des experts, parce qu'on a eu aussi des experts qui sont venus dire que tout va bien. C'est bien pour eux, mais les hauts fonctionnaires au musée sont venus dire ça ne va pas. Et ils ont rencontré quelques leaders politiques pour leur demander de jouer là-bas. Parce que, quand on discute avec les gens, ils disent, mais vous êtes dans le syndrome rwandais. Tout le monde pense que les 1 million de morts au Rwanda, c'est venu tout seul. Ce n'est pas venu tout seul. C'est venu par petites crises, petits conflits intercommunautaires, petits groupes armés incontrôlables. Il y a un Rwandais qui m'expliquait il y a très longtemps, quand je lui ai posé la question de savoir comment vous, un petit pays, comme ça vous arrivez à tuer 1 million de personnes. Il me dit, mais ce n'est pas venu tout seul. Quand on demande à une armée régulière d'aller juste au bas d'un bâtiment et de faire descendre uniquement les Tutsis, ben, une armée régulière ne peut pas faire ce travail. Ça va lui prendre du temps, il faut taper à chaque porte, poser des questions. Par contre, si on passe le message à la radio et que les voisins sont chargés de tuer les Tutsis, ça va plus vite. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer que votre voisin sait de quelle ethnie vous êtes.
Des fois, il sait même de quel parti politique vous êtes. Donc, quand il y a des crises communautaires, c'est ce qui se passe. Mais c'est les voisins qui tuent les voisins. Et c'est pour ça que les gens tuent autant de personnes au Rwanda. Ce n'est pas l'armée. Est-ce qu'ils m'ont expliqué? Parce que dans les villages, ils me disaient, vous pensez que le Rwanda a assez de moyens pour mettre des militaires dans un cargo pour aller dans un village perdu dans la montagne là-bas? Non, c'est les villageois entre eux-mêmes qui s'entretiennent. Et c'est ce qu'on voit ici. Ça a commencé déjà. Donc nous sommes dans le syndrome rwandais et on dit on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire, on est obligé de faire quelque chose. On est obligé de faire quelque chose. Non-violence, solidarité, on est obligé de parler aux gens. On est obligé de dire attention, où on va là, nous tous on va y perdre. Je l'ai dit, je dis, les Européens ne veulent pas de nous. Alors, il y a encore des luluberlus qui me disent ouais, de toute façon, moi j'ai pris des visas, j'ai bien pris les billets d'avion. Je dis bien, j'ai l'expérience. Viens avec ta famille en France. Tu vas voir. Tu vas voir que quand tu viens en mission, c'est différent de quand tu viens y vivre. C'est là que tu vas connaître les Français. Il y en a qui disent oui, j'irai au Ghana. Tant mieux. Si les Ghanéens ne connaissent pas soin de leur pays, je ne sais pas si tu vas pouvoir y aller. Et puis il y en a qui disent non, je vais me cacher sous mon lit comme en 2011. Je dis ah, non, tu n'as pas de problème. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour désamorcer cette bombe? Depuis 15 jours que je suis là, je ne fais que rencontrer les communautés, je ne fais que rencontrer les gens individuellement pour leur demander comment ils ressentent la chose. Et tout le monde, les gens sont clairs, ils disent la même chose. Ils disent ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais le problème, c'est que ça ne va pas et tout le monde pense à 2020. Mais ça peut arriver avant 2020. Voilà le problème des experts. C'est qu'au Rwanda, tout le monde était prêt pour une date, mais dès que l'avion du président est tombé et qu'il est mort, c'est parti avant la date. C'est ça l'étincelle. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Pensez seulement à une crise cardiaque de l'un des leaders ou un accident de circulation. Les uns vont accuser les autres. À Abidjan, ça va encore, les gens vont peut-être s'insulter 2 ou 3 fois et puis ça va passer. Mais dans les villages ou dans certaines communautés, ça peut créer des problèmes. Donc nous sommes bel et bien dans le syndrome rwandais. Et je vous dis, en 2000, quand je discutais de ça avec ce monsieur du Rwanda, il y a un Ivoirien qui était... Tout le monde me connaît bien ici, donc vous savez où je vais, c'est au Rwanda. Voilà. Et il y avait un jeune Ivoirien qui était à côté. Et dès qu'il a dit, mais vous êtes en train de faire la même chose. Depuis votre coup d'état de 99, là, vous n'allez plus vous relever. Vous n'allez plus vous relever. Hein. Et il y a un jeune qui a dit, non, ça ne peut pas arriver en Côte d'Ivoire. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Et le monsieur a répondu, dit, quand on prend la superficie du Rwanda, proportionnellement parlant, on prend la superficie du Rwanda et la population qu'on a au Rwanda, on a plus d'églises que vous. En plus, nous, on a eu des martyrs. Vous n'avez jamais eu de martyrs. Mais avec ça, regardez, 1 million de morts. Donc voilà. Si bien que pour régler la question dans les villages, parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde en prison, ils ont utilisé les tribunaux traditionnels, les gachacha, pour que les gens se demandent pardon et puis c'est tout. Ça vous dit. Alors, avant qu'on en arrive là, ne même pas qu'on arrive là-bas, je dis qu'on doit s'engager tous. Et c'est par contagion qu'on va le faire. Il ne faut pas dire non, nous ne sommes que 10. Il ne faut pas dire non, non. Chacun à son niveau doit parler aux gens qui sont autour de lui. Et eux aussi, ils parlent aux gens qui sont autour d'eux. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour qu'on puisse désamorcer la bombe qui est là. Ok? Donc voilà, donc notre engagement c'est ça, c'est de désamorcer le conflit qui se prépare. Parce qu'on a peur de cette étincelle qui va mettre le feu aux poudres. C'est de promouvoir la non-violence comme esprit de gestion des conflits. Et on a un outil très simple, non-violence et la pétition. La pétition est en ligne, mais là, on a imprimé des exemplaires. Donc je vais demander à chacun d'entre vous d'en prendre, de faire signer autour et de demander aux gens qui sont autour d'en faire signer. Ensuite, décerner le prix, un prix mensuel de la non-violence et de la solidarité. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons décerner donc le prix de la non-violence et de la solidarité à 2 personnes. Voilà, non-violence et de la solidarité. Ensuite, on va faire composer un son, comme on dit ici, un son, et un clip vidéo. On va faire un clip vidéo pour parler de non-violence et de solidarité. Voilà les actions qu'on a. On a déjà commencé à rencontrer les communautés
Les syndicats de transporteurs, il a fait 6 pas encore. Voilà, donc on va faire ça. Rencontrer les chefs religieux, chefs traditionnels pour parler de tout ça. Les syndicats d'enseignants, confectionner des t-shirts, des polos pour parler de non-violence et de solidarité. Organiser des événements. Donc on a un projet d'organiser ici à Abidjan le 30 août un gala de la non-violence et de la solidarité. Et principalement, on veut l'organiser avec les organisations de femmes, de tous bords politiques. Les organisations de femmes. Pourquoi? Parce que quand il y a des conflits, les femmes sont celles qui payent le plus lourd tribut en cas de conflit. Donc je pense qu'elles, tout de suite, elles vont comprendre ce dont on entend parler. Donc, on va organiser donc ce gala. Ensuite, un concert populaire le lendemain samedi. Voilà ce qu'on a prévu. Voilà, comme événement. Et on va organiser toute une campagne à l'intérieur du pays, après cet événement, qui va faire la même chose, une caravane de la non-violence et de la solidarité, jusqu'à ce qu'on arrive au mois de juin de l'année prochaine. Et puis après cela, on va encore organiser la 2e édition de la non-violence et de la solidarité, le gala, et même on va même se permettre d'avoir un match de football avec tous les leaders politiques. Voilà notre objectif, réunir tous les leaders politiques avant les élections présidentielles lors des matchs de football. Mais où ils vont prendre un engagement pour dire qu'ils ne lanceront pas de message pour dire ben oui, celui-là il m'a fait ci, celui-là il m'a fait ça. Comme ça, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Si après les élections ou pendant les élections, ils font le contraire de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont promis, voilà, on aura les preuves. Voilà. Donc voilà ce qu'on a prévu au niveau de l'engagement. Donc on en arrive à la partie qui nous réunit aujourd'hui, c'est la remise du prix de la non-violence et de la solidarité. Donc le premier est là, et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il reçoit ce prix. Il reçoit le prix de la non-violence et de la solidarité parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour les autres éditions, pour les autres mois, on va chercher sur les réseaux sociaux, on va regarder ce qui se passe dans les communautés, tout cela pour voir ceux qui s'engagent véritablement pour la non-violence et pour la solidarité dans leur communauté. Donc le premier lauréat est celui qui est là. Je suis tombé en panne de véhicule moi-même, route de Benjerville. Moi, le véhicule était en panne, direction, donc je venais de Faya et j'allais donc à la Riviera. Le véhicule était en panne autour d'Akodo et cet automobiliste, il venait dans la direction opposée, il a garé son véhicule, il a pris des outils, il a sauté le terre-plein central, vous vous rendez compte? Pour ceux qui connaissent la route de Benjerville, imaginez un peu la circulation, les bacas et tout à cet endroit où les gens roulent très vite. En plus, à 18h30, 19h, il a pris tous ses risques pour venir aider quelqu'un qui ne connaît même pas sur l'autre voie. Donc, on a trouvé que franchement, en termes de symbole de solidarité, on ne pouvait pas trouver mieux. Et ce monsieur, c'est Lamine Soumaoro qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Et dans cette tâche-là, il a été aidé par Charles. Donc il a été aidé par Charles, qui est encore en route. On espère donc qu'il viendra bientôt et on pourra, n'est-ce pas, lui remettre son prix. Donc, Lamine, au nom d'Africa Corps, c'est une culture qui est très très américaine. Aux États-Unis, on récompense toujours les gens pour tout. Donc, cher Lamine, au nom d'Africa Corps, je te remets donc cet award de la non-violence et de la solidarité. Merci. Et c'est pas fini. Alors, pour les enfants ou pour les petits frères, voilà des t-shirts Africa Corps. Et on a eu la chance d'avoir un don depuis les États-Unis. C'est un parfum américain qui coûte extrêmement cher. Donc, voilà, donc c'est quelqu'un qui a vu la vidéo. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec YouTube,
c'est que vous faites une vidéo en français et ils traduisent. Directement, oui, et ça traduit. Alors, donc, c'est le responsable de cette entreprise, le responsable commercial avec lequel j'ai travaillé chez Pepsi, il s'appelle Kevin Andrews. Il a trouvé que vraiment il fallait faire beaucoup de réponses. Et donc, c'est Kevin Andrews qui vous offre ça. Donc, la présentation en elle-même est terminée. Est-ce que vous avez des questions? Ben, je suis là pour répondre à ces questions. Questions, observations. Oui? Ça, je suis Abi. Pour moi, ma question, c'est comment, puisque vous avez soulevé un vrai problème qui demande l'implication de tout le territoire ivoirien, comment toucher toute la zone? Excellente question, merci. Merci, Elie. Alors, donc, on a décidé de commencer d'abord par Abidjan. On va faire la campagne de sensibilisation parce que tu as raison, il faut toucher tout le monde. Donc, on va d'abord faire une première campagne en rentrant les communautés et les leaders ici, dans la zone d'Abidjan, organiser le gala et le concert. Et avec le son, on va faire des campagnes. Alors, on va faire partir des équipes et nous avons un projet de confier cette tournée à Aimé Yao, donc, qui s'est engagé avec Africa Corps et qui a l'expérience des tournées. En plus, il a l'expérience des tournées avec les Américains qui viennent aussi et il travaille avec eux déjà, il les accompagne à l'intérieur du pays. Donc, vraiment une ressource qui va nous aider donc, à organiser cette tournée de gens qui vont partir dans chaque ville, voir des animateurs et des acteurs locaux pour leur dire il faut qu'on mette par la terre. Voilà ce que nous sommes venus faire. Aidez-nous à parler aux gens. Voilà. Et dans chaque localité, pareil. Et à la fin de la semaine ou des 2 semaines que ces gens vont passer là-bas, eh bien, petit concert, et puis ils bouclent et ils vont à l'étape suivante, pour sensibiliser. Voilà. Et bien sûr, on va utiliser les médias parce que vous, les jeunes, vous êtes notre ressource. Aujourd'hui, je veux dire, c'est sur vous qu'on compte pour que le message passe. C'est sur vous qu'on compte. Et quand on va organiser le prochain Code Campus, le message principal avant chaque cours, ce sera non-violence et solidarité. Dans les écoles américaines, en fonction du positionnement de l'école, tous les matins, les enfants récitent un peu comme une charte qui leur dit pourquoi ils sont dans l'école, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, quels sont leurs objectifs. Tous les matins, chacun récite ça. Comme ça, si tu étais venu t'amuser, quand tu as récité ça le matin, ça te rappelle pourquoi tu es venu. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec Africa Corps. On va engager les enfants à parler de non-violence et de solidarité dans leur famille. Et c'est pour ça que vraiment, c'est vous notre, je veux dire, aujourd'hui, c'est vous notre fer de lance. Et c'est vraiment avec des jeunes, aller voir les jeunes gens dans les communautés, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, qu'on va pouvoir, bien sûr, sensibiliser tout le monde. La non-violence et de la solidarité en charge. Et je vais vous dire pourquoi. Ce même jour-là, quand le véhicule est tombé en panne, alors, dès que le véhicule est tombé en panne, quand j'ai réussi à stabiliser la direction, les véhicules venaient dans tous les sens. Et Charles, je l'ai vu en treillis. Donc, après, il était juste à côté. Donc, plus tard, il m'explique qu'il n'aime pas la nourriture du camp, donc il était parti chercher à manger. C'est après qu'il m'a expliqué cela. Et donc, c'est ça qui m'a sauvé. Laisse-moi changer. Et donc, immédiatement, il est venu tout de suite sécuriser l'endroit, immobiliser les véhicules pour que je puisse réussir à aller sur le bas-côté. Il y a plein d'autres qui nous ont aidés. Bon, malheureusement, je n'ai pas pris le numéro de téléphone de tout le monde. Donc, quand on a fini de faire ça, je te dis, sinon, je vous dis que Charles s'est mis à bosser, il a oublié la nourriture qu'il était parti acheter. Si bien que la mine dit, ah bon? Celui qui travaillait fort là, c'est un militaire. Moi, je pensais qu'il était avec vous. Alors qu'il ne nous connaissait même pas. Il ne nous connaissait même pas. Il a laissé son affaire de nourriture, tout ça. Il a commencé à pour dépanner le véhicule. Dès qu'il a sécurisé le véhicule, on a pu garer sur le bas-côté. Il a commencé à travailler, mais en sueur comme pas possible. Alors je me suis dit, c'est pas possible. Si on parle de non-violence et de solidarité, quel exemple, tant pour sa profession, mais pour nous tous, est venu nous aider gratuitement
alors qu'ils avaient quelque chose à faire. Pareil comme la mine qui avait quelque chose à faire. Ils ont laissé tout ça pour nous sortir de cette situation. Donc au nom d'Africa Corps, Charles, viens s'il te plaît. Il est un peu timide. Comme la mine. Au nom d'Africa Corps, je te décerne donc cet award de la non-violence et de la solidarité. Merci. Voilà, et donc pour les enfants ou les petits frères, voilà des t-shirts Africa Corps. Ah oui, il n'y a pas eu assez de... Madame, allez-y, venez. Oui, madame, venez. Venez avec nous. Et la vidéo que j'ai eu à faire, j'ai un collègue qui a regardé la vidéo, un ancien collègue, il a traduit ça en anglais pour pouvoir comprendre. Et aujourd'hui, il travaille dans une compagnie de parfums. Et il a décidé, son nom c'est Kevin Andrews. Je tiens à dire ça parce que c'est très important chez les Américains. Quand ils font quelque chose, il faut que leur nom soit cité. Et donc c'est Kevin Andrews qui m'a dit de t'offrir ça. Merci. Maintenant, on va pouvoir passer donc, au cocktail. Il y a un petit rafraîchissement qui est prévu. Voilà. Donc, tous ceux qui étaient au régime, s'il vous plaît, pour 30 minutes, levez le régime. On peut couper le carême. On peut couper le carême. D'après toi, mon docteur a voyagé. C'est ça, non? Le docteur, ouais. Le docteur a voyagé. Allez, on va passer.